Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le 23e Forum économique international a refermé ses portes à Saint-Pétersbourg en Russie. La Côte d'Ivoire était représentée à cette rencontre par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. En marge des travaux, il a échangé avec les Ivoiriens résidant dans cette ville. Ces derniers ont été invités à contribuer à l'essor de leur pays. La coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal se renforce. Le président de l'hémicycle ivoirien, Amadou Soumaoro, en visite de travail à Dakar, a conclu un accord avec son homologue sénégalais. Ils ont décidé de renforcer les capacités des députés, soutenir les actions de sécurité dans le Sahel et promouvoir la paix et la tolérance. La phase pilote du projet de financement basé sur la performance a pris fin en Côte d'Ivoire. Ce programme vise à améliorer l'accès, l'utilisation des services et soins de qualité dans le pays. Les membres du comité affinent déjà leur stratégie pour le lancement de la phase 2 de ce projet. Ils étaient en conclave à Abidjan. Le centre du Mali est encore endeuillé après une attaque meurtrière. Des hommes armés ont tué au moins 95 personnes dans le village d'Ogon. 19 personnes sont portées disparues. L'attaque survient après le massacre d'Ogo-Sagou qui a fait plus de 150 morts le 23 mars dernier. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Saint-Pétersbourg en Russie qui vient d'abriter le 23e Forum économique international. La Côte d'Ivoire était représentée à cette rencontre par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. En marge des travaux, il a échangé avec les Ivoiriens résidant à Saint-Pétersbourg et ces derniers ont été invités à participer à l'essor économique de leur pays, la Côte d'Ivoire. Le reportage de notre envoyé spécial Awa Touré est commenté pour vous par Mahama Traoré. Saint-Pétersbourg, deuxième plus grande ville de Russie, après la capitale Moscou. Ici vit une cinquantaine de ressortissants ivoiriens, certains dans le cadre de la formation et d'autres exerçant dans les secteurs des TIC, du pétrole ou encore de l'énergie. Bien intégrés en Russie, ces Ivoiriens souhaitent tout de même prendre part au développement socio-économique de leur pays. Ils l'ont fait savoir au vice-président de la République en visite de travail en Russie, à la faveur du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Je fais la stégonographie. Ma question est de savoir quel plan vous avez mis en place pour pouvoir déjà recenser ce nombre d'étudiants, ce nombre de nouvelles matières pour la Côte d'Ivoire. Je suis le seul Ivoirien au niveau de la réfrigération industrielle, alors que la Côte d'Ivoire fait partie des pays chauds. Et la réfrigération fait partie des technologies de développement. Alors, ma suggestion, j'aimerais que notre pays s'oriente un peu vers cette technologie. Le vice-président de la République et les ministres membres de sa délégation ont tour à tour apporté des éléments de réponse aux préoccupations des Ivoiriens de Saint-Pétersbourg. Daniel Kablan-Duncan a également informé ses concitoyens sur la marche actuelle du pays en leur présentant la situation sociopolitique et économique avant de leur livrer quelques mots d'encouragement. C'est le travail qui paie, il n'y a rien d'autre. Il faut toujours faire du bon travail et vous aurez les résultats. J'ai dit en commençant que chacune et chacun de vous doit être un autre ambassadeur auprès de l'ambassadeur officiel, de manière à ce que, quels que soient les endroits où vous êtes, on puisse dire en vous voyant, les Ivoiriens sont des gens bien, ou les Ivoiriens sont des gens bien. Et je sais que vous êtes des gens bien. Les Ivoiriens de Saint-Pétersbourg peuvent se vanter d'être des modèles. Plusieurs d'entre eux se sont déjà illustrés dans leurs domaines d'activité respectifs en remportant plusieurs prix et trophées qui ont été présentés au vice-président de la République. Sur le continent africain, la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal se renforce. Le président de l'hémicycle ivoirien, Amadou Soumaoro, en visite de travail à Dakar, a conclu un accord avec son homologue sénégalais. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont décidé justement de renforcer les capacités des députés, de soutenir les actions de sécurité dans le Sahel et d'accentuer la sensibilisation sur les valeurs de tolérance et de paix. Konaté Moussa depuis Dakar. Les présidents Moustapha Niasse et Amadou Soumaoro signent un accord pour la redynamisation de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cet accord signé contient les résolutions de la séance de travail tenue à Dakar entre les délégations des assemblées nationales des deux pays.
Cette coopération portera notamment sur le renforcement des capacités des députés des deux assemblées par des programmes conjoints de formation touchant diverses questions techniques, l'échange d'expériences et d'expertise sur les meilleures pratiques en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, le combat contre les trafics et l'utilisation de stupéfiants, la lutte contre l'immigration clandestine, au plan multilatéral, renforcer la coordination et la concertation entre les deux parlements, à l'effet d'harmoniser leurs positions lors des grandes rencontres internationales en Afrique et dans le monde, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, et des autres instances interparlementaires de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. La sécurité sur le continent demeure une réelle préoccupation pour les deux institutions parlementaires. En matière sécuritaire, les deux parties ont salué les efforts et initiatives entrepris par la communauté internationale pour appuyer et accompagner l'action des pays victimes ou menacés par le djihadisme et les actes terroristes dans la région du Sahel et de l'espace CEDEAO. Elles ont à cet égard mis l'accent et la nécessité de mutualiser davantage leurs actions en vue de lutter contre ces fléaux, en vue de contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région et surtout le continent. Les deux délégations ont exprimé leur volonté de promouvoir, à travers une campagne soutenue et concertée, les valeurs de tolérance, de dialogue et de respect mutuel. Les relations Côte d'Ivoire-Sénégal, déjà au beau fixe, se renforcent davantage à travers les deux assemblées nationales. Après cette visite d'amitié et de travail du président Amadou Soumaoro à Dakar, le président Moustapha Niasse est attendu à Abidjan à l'invitation de son homologue ivoirien. Les lignes bougent aussi au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME qui vient de mettre à la disposition du public un portail web d'information commerciale. Le but est de dynamiser le commerce entre notre pays et l'extérieur. Le ministre Souleymane Dirassouba a procédé à son lancement et cette plateforme en ligne regroupant toutes les informations relatives aux exigences et réglementations sur le commerce devrait faciliter les échanges transfrontaliers comme nous l'explique Cheikh Koni. PWIC, c'est le nouveau portail web d'information commerciale dédié aux importateurs, aux exportateurs, aux commerçants, aux investisseurs et aux chambres de commerce. Ce portail a pour objectif de faciliter les échanges entre États et accroître la transparence des transactions dans la sous-région ouest-africaine. Nous avions une multiplicité en fait, de points d'information. Et le fait aujourd'hui de les avoir en un seul lieu, c'est un atout pour nos opérateurs économiques, pour notre pays, parce qu'elle nous permettra d'améliorer notre visibilité. Elle nous permettra également de participer à l'amélioration de notre administration et de la transparence des informations que nous mettons à la disposition des investisseurs, des partenaires économiques et financiers, aussi bien au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Les partenaires techniques n'ont pas manqué de souligner l'importance de ce vaste programme qui concerne la CEDEAO, l'UEMOA et les États membres de l'Afrique de l'Ouest. L'Europe est aujourd'hui le premier importateur et le premier exportateur en Côte d'Ivoire. Et on a besoin de continuer à développer ce commerce, notamment en permettant aux entreprises ivoiriennes d'avoir accès à l'information la plus fiable et de la façon la plus transparente possible. Le lancement du PWIC s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration et de facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le groupe de la Banque mondiale. L'amélioration du commerce intra- et interrégional en Afrique de l'Ouest est l'une de ses priorités. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance retrousse aussi ses manches pour stopper la corruption. Elle accentue la sensibilisation sur le terrain. Une délégation était justement en campagne à Bondiali. Les populations ont été éclairées sur les conséquences néfastes de la corruption. C'est un mal qui retarde le développement. Et bien, pour faire passer le message, un comité de lutte contre la corruption a été installé du côté de Bondiali, à Mississoko. Paye mon café. Mets cailloux sur ton dossier, donne pour moi, au fait on va faire. Autant d'expressions qui désignent la corruption en Côte d'Ivoire selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Pour poursuivre la lutte contre ce phénomène, voire l'endiguer, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en campagne de sensibilisation. Une action qui met en exergue les conséquences néfastes et les infractions liées à la corruption sur toute l'étendue du territoire. L'étape de la Bagoué qui s'est déroulée du 7 au 8 juin dernier à Bondiali
a permis d'instruire autorités administratives, politiques et populations. La corruption est vue comme l'abus d'une fonction dans un intérêt personnel en retirant un avantage au détriment de l'intérêt général. Un État corrompu est un État qui risque d'être blacklisté. Et donc sa destination n'est plus attractive pour les investisseurs. Or, nous avons besoin d'investissements pour développer nos jeunes États. Pour prévenir la corruption à Boundiali, une plateforme anticorruption et un comité local d'intégrité sont mis en place, composés d'autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et de la société civile. Elles reçoivent leurs feuilles de route et sont chargées d'élaborer une meilleure stratégie de lutte contre la corruption dans leur localité. Souvent nous-mêmes, nous sommes auteurs de la corruption parce que par moments on est trop pressé, on veut que les choses aillent vite. Et donc il faut conscientiser non seulement la population, mais aussi il faut conscientiser ceux qui sont devant pour changer de comportement et de mentalité. Dès qu'il y a corruption, les richesses ne sont pas bien réparties. Donc il nous appartient de faire comprendre à chacun que lutter contre la corruption, c'est une manière aussi de défendre l'intérêt public. En plus de la plateforme anticorruption et du comité d'intégrité de la lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait la promotion de la déclaration de patrimoine des autorités administratives et des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Comme mesure préventive, elle encourage également la dénonciation des corrompus et corrupteurs, non sans préciser que la population ne devrait plus s'inquiéter. Les dénonciateurs sont désormais protégés par la loi. Après la sensibilisation, viendra la répression. À ce niveau, les peines pour les corrompus et corrupteurs varient entre 1 et 5 ans d'emprisonnement et les amendes entre 1 et 10 millions de francs CFA. Un numéro vert est disponible pour dénoncer tout cas de corruption. C'est le 800 811. Vous avez certainement entendu parler de ce projet. Il s'agit du projet de financement basé sur la performance. C'est un programme qui vise à améliorer l'accès, l'utilisation des services et soins de qualité en Côte d'Ivoire. La phase pilote vient de prendre fin. Les membres du comité affinent déjà leur stratégie pour le lancement de la phase 2. Ils étaient en conclave à Abidjan. On en sait plus avec Marcelin Kla et Abou Sanogo. C'est la 4e rencontre du comité de pilotage de la stratégie nationale de financement basée sur la performance du plateau technique et sanitaire ivoirien. Elle vise à établir un bilan mi-parcours à 6 mois de la fin de sa phase pilote. La quantité des services de santé a augmenté, l'offre des services a augmenté et on a une motivation accrue du personnel de santé qui par ailleurs en train d'intégrer dans ses habitudes la planification et les contrôles. Un accord avec la Banque mondiale qui a été déjà signé en mars pour vraiment passer à l'échelle à compter du mois de juillet si vraiment tout se passe dans les normes. À travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris des réformes structurantes issues du plan national de développement sanitaire, une politique sanitaire gouvernementale soutenue par la Banque mondiale. Il s'agissait, entre autres, au cours de cette réunion du comité de pilotage du fonds basé sur la performance, de présenter ses perspectives et ses orientations pour l'exercice 2019. Dans le domaine agricole, cela fait 7 ans que des agricultrices à Toumoudi ont fusionné leurs associations en société coopérative dénommée les Moissonneurs pour la production et la commercialisation de vivriers. La ministre de la modernisation de l'administration, Raymond Goudou-Kofi, soutient l'initiative de ces femmes et lors du bilan dressé par la Fédération de producteurs de vivriers, elle s'est imprégnée de leurs difficultés et promis de les appuyer pour leur autonomisation. Le reportage de Léon Bro. Toutes des agricultrices, ces femmes proviennent de 62 villages de la région du Bélier. 4000 au total, ce sont les membres de la société coopérative Les Moissonneurs, fondée en 2012. Ses missions, production, commercialisation et transformation des vivriers. Après 7 ans, la structure intègre des hommes et se positionne comme le vivier du vivrier dans la région du Bélier. Par an, nous produisons 400 000 tonnes de produits vivriers. Et en 7 ans, nous avons produit 3 millions de tonnes de produits vivriers. Reste le pari de la commercialisation et de la transformation des vivriers, encore à l'échelle locale ou familiale. Ici, promettent appui ONG,
élus et la ministre Raymonde Goudou-Koufi. La marraine offre de l'argent, du matériel et se porte défenseur de la société coopérative Les Moissonneurs auprès du gouvernement. Il faut aller vers la transformation pour avoir non seulement une valeur ajoutée, et ça, la mairie et le conseil régional pourraient aider avec le projet de PAIB à booster ça. Le président de la République a lancé un programme social du gouvernement, et ce programme-là prend en compte aussi bien les difficultés que rencontrent les femmes plus particulièrement. Vous imaginez ce que c'est que 4000 femmes cultivatrices qui produisent et qui malheureusement ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Donc c'est important que nous puissions le porter au gouvernement et que la question puisse être réglée. Objectif, autonomisation des femmes que la ministre Raymonde Goudou-Koufi appelle à éviter la division et leur conseille l'effort, l'amour, l'union, l'entente et la paix, gage de développement, de bien-être ou d'épanouissement. La région du Tonkouy dans l'Ouest ivoirien compte aussi des femmes battantes, dynamiques. Elles viennent d'être honorées pour leur travail et contribution à l'essor de leur localité. L'initiative est de Mamadou Bamba, chargé de mission à la présidence de la République. Plus de 1000 femmes ont reçu des présents pour leurs efforts au quotidien au sein de la famille. Les explications de Kader Sogodogo. La place de la paix de Mont transformée en lieu de réjouissance populaire. La région du Tonkouy rend hommage à ces braves femmes, veuves et démunies pour la plupart, et qui se battent au quotidien pour le sort de leur famille. Elles reçoivent ainsi la reconnaissance des cadres de la région. Une initiative d'un des leurs, Mamadou Bamba, dit Momo, chargé de mission à la présidence de la République. Nous voudons rendre un vibrant hommage à chacune de vous pour votre courage et votre force et pour les innombrables sacrifices que vous consentez au quotidien. Des femmes qui apprécient à sa juste valeur cette marque de reconnaissance. Toutes les femmes demandent et disent merci, merci, merci. On est très contents. On a reçu des cadeaux, ça nous fait plaisir. On veut toujours la paix, l'amour en Côte d'Ivoire. Le maire de Mans, Aboulaye Sidik Fofana, l'ex-ministre Albert Flendé, le député Siki Blond-Blaise et bien d'autres cadres ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à ces femmes. Celui qui a fait ça, que Dieu lui en donne au centuple. L'initiative est à retenir et à rééditer. Des mamans qui ont pris du plaisir à savourer chacune des chansons entonnées par leurs artistes préférés. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté pour la circonstance par le préfet de la région du Tonkouy, Jérôme Kaya Soro. On continue de parler des talents des femmes et celles que vous allez voir maintenant excellent dans le domaine de l'humour. Elles tirent leur épingle du jeu aux côtés des hommes. La promotrice de l'événement, l'animatrice Caroline Da Silva, a réuni sur la même scène 2 générations d'humoristes ivoiriennes à travers un spectacle intitulé « Drôle de femme ». C'est une femme qui commande d'ailleurs ce reportage que vous allez voir, Patricia Mouetia. Des animatrices et chroniqueuses ivoiriennes ont aussi été invitées pour ce spectacle exclusivement animé par les femmes. Les anciennes de l'humour ivoirien se sont présentées sous l'étiquette des pagneuses, celles qui portent le pagne, et la jeune génération sous l'appellation collantière, celles qui préfèrent le collant. Ce spectacle est une fresque théâtrale qui a réuni sur la même scène plusieurs générations d'actrices, de comédiennes et d'humoristes. Le spectacle était lié à la célébration de la femme et à la valorisation des talents féminins, précise Caroline Da Silva, promotrice de l'événement. Les femmes actrices, humoristes ont du talent, mais de moins en moins, on les voit sur scène. Généralement, la société les juge mal. Et aujourd'hui, par ce canal, elles ont l'occasion de s'épanouir, de s'affirmer. Le théâtre, le rire sont des vecteurs essentiels pour faire passer un message important, le message de l'éducation de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, si l'on ne fait pas quelque chose dès maintenant, ça sera grave dans quelques années. La toile de fond de ce drôle de spectacle est l'éducation de la jeune fille, surtout en milieu urbain, où l'on assiste à l'émergence de certains vices qui peuvent exposer la vie de la jeune fille et qui ne sont pas de nature à rassurer les parents. La société évolue et les mentalités doivent évoluer, mais pas dans le mauvais sens. Ce spectacle 100% féminin a aussi attiré un nombre important de personnalités. Aujourd'hui, dans la gaieté, dans l'humour,
et surtout dans le théâtre. Elles ont campé tous les rôles pour dénoncer les différents maux de la société. C'était bien, c'était vraiment intéressant, j'ai apprécié la moralité et tout. Moi je sais et je dis que la Côte d'Ivoire a des talents. Il fallait y penser, regrouper les femmes et surtout de plusieurs générations pour leur permettre de s'exprimer. En plus du divertissement, elles ont en tout cas traité des faits de société qui valorisent les compétences féminines dans le monde du théâtre, dans le monde de l'humour. On voit bien que le théâtre, l'humour, ce n'est pas que pour les hommes. À travers l'humour, les actrices ivoiriennes veulent contribuer à une prise de conscience sur les différents problèmes de société qui touchent la femme et la jeune fille. Nous sommes lundi 10 juin, lundi de Pentecôte. Hier dimanche, les fidèles chrétiens à travers le monde ont célébré la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Cette fête est célébrée 50 jours après Pâques. Et ici, en Côte d'Ivoire, la communauté chrétienne a sacrifié à la tradition en prenant d'assaut les temples et paroisses. Je vous propose de revenir sur le rassemblement des chrétiens dans les différentes églises avec Patricia Mbouetia. En ce jour de la célébration de la Pentecôte, plusieurs lieux de culte ont permis à des chrétiens de célébrer la venue de l'Esprit Saint promis par Jésus et répandu sur les apôtres. Ce rassemblement a permis à plusieurs chrétiens d'invoquer l'Esprit Saint, ce don de Dieu qui agit dans la vie de chacun. Dieu nous a donné une mission. Tout chrétien digne de ce nom a reçu du Seigneur, n'est-ce pas, une mission. Celle d'aller, d'annoncer l'évangile au monde entier pour que les ténèbres fuient et que la lumière apparaisse. Cette grande rencontre de Pentecôte où Dieu nous promet le Saint-Esprit, nous sommes persuadés que la mission que Dieu nous a donnée, effectivement, cette mission sera effective. La Pentecôte, c'est aussi l'expérience de la nouvelle naissance célébrée à Williamsville et à la Riviera. Après la dernière Pâque, le Saint-Esprit maintenant est descendu dans la chambre haute, de sorte que cette fête, qui était d'abord liée à la culture du judaïsme, va maintenant avoir son sens dans le christianisme, pour que désormais tout chrétien, lui aussi, ait le droit d'être rempli directement de Dieu lui-même. Nous pouvons dire à nos fidèles de rester attachés au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a promis le Saint-Esprit avant de partir. Aujourd'hui, ce même Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit travaille, on a le témoignage, les fous sont guéris et le Seigneur est glorifié. La Pentecôte, 50 jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit Saint. Et toujours au chapitre religion, je vous conduis au Maroc qui vient d'organiser la lecture psalmodiée du Coran des jeunes Africains. L'événement est initié dans le cadre d'une rencontre internationale des sections de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Le reportage de Kone Pagassoro. Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat au Maroc. C'est ici que sont formés de nombreux guides religieux pour diriger la prière dans leurs mosquées respectives. À l'intérieur, ces imams et futurs imams ivoiriens, sur leurs machines de couture, sont en plein cours. Parmi eux, Issa, marié et père de 8 enfants. Arrivé depuis le 12 janvier 2018 dans cet institut, il a choisi comme métier la couture. La raison. Personnellement, j'ai vu les grands imams en Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup, il y a beaucoup parmi eux qui étaient tailleurs. Donc, surtout chez moi à Bengourou, grand imam, il était un tailleur. Donc, moi, j'ai vu que vraiment ça là, il peut faire la couture à côté. Donc, ça n'empêche pas d'être imam. Pour Issa, un imam doit être un exemple et un modèle dans la société. Pour cela, il est impératif pour lui d'être autonome et indépendant. Une autonomie qui, selon lui, passe inéluctablement par un emploi. Un imam, ça ne veut pas dire que ta charge c'est là toujours sur les fidèles. Non, il faut avoir un métier. Toi, tu fais ça pour te nourrir toi-même. Là, comme ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Comme ça, tu peux prêcher dans les normes. Les propos de Issa, appuyé par Goumané, ivoirien lui aussi, venu apprendre et approfondir sa connaissance du livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. Métier choisi, l'électricité. Si on prend l'exemple sur le prophète, il a exercé plusieurs métiers. Lui-même, il a été berger, il a été commerçant. Donc si le prophète lui-même, il arrive à faire cela, pourquoi pas nous les imams? Il ne faut pas tout le temps tendre les mains aux gens. Il faut toujours travailler pour être autonome.
Ces guides religieux sont formés par d'éminents professeurs et encadreurs qui se réjouissent du niveau et du sérieux de ces imams et ces futurs imams ivoiriens. Ils veulent bien travailler, ils veulent apprendre quelque chose. C'est un gain pour eux, c'est un autre métier. D'accord? Et de plus, ils peuvent arriver trop loin. S'ils continuent, ils sont très motivés, très motivés. Ces 200 imams et futurs imams ivoiriens de la 4e et de la 5e promotion de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat ont été envoyés par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. En plus des métiers de la couture et de l'électricité, l'Institut Mohamed VI forme les imams et futurs imams aux métiers de l'informatique, de l'agriculture et de l'élevage. 2 ans, c'est le temps que dure la formation. Retour en Côte d'Ivoire, direction Ouagadougou, où le nouveau maire indépendant Anthony Garou a été investi. La cérémonie qui a réuni plusieurs autorités et cadres vient consolider la paix et la cohésion sociale dans la région du Gor. Le ministre des Sports, Dan Paulin, a représenté le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cet événement. Issa Tchonayo. Ils sont venus de Gagnoua et d'autres régions de la Côte d'Ivoire pour prendre part à la cérémonie d'investiture du 4e maire de la commune de Ouagadougou, Anthony Garou. Nous sommes là d'une communauté qui réunit plusieurs ethnies. Aujourd'hui, nous sommes à Ouagadougou. On ne peut pas rester en marche sans venir à Ouagadougou. En tant que gardien des us et coutumes, nous sommes fiers qu'un de nos fils soit devenu maire et aujourd'hui officiellement un ministre de la République vient l'installer. Pour les cadres, ce rassemblement est un message qui vient consolider l'unité des fils et filles du corps. À travers ces manifestations, nous constatons que la population a envie d'être ensemble et cela participe à la cohésion sociale. Nous avons saisi cette occasion pour rendre hommage à Alassane Ouattara qui a fait beaucoup et qui apporte beaucoup à la région du Gor. Le nouveau maire s'est dit prêt à relever les défis du développement de la commune. Vous avez vu le monde, l'affluence de la population. Le maire ne peut pas bâtir seul. Il est l'inspirateur du développement de sa commune. Mais c'est avec la population. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie, le ministre Dan Paulin a demandé aux populations de cultiver la paix. Nous sommes dans une assemblée cosmopolite. Il y a le temps où on vient à l'amour et il y a le temps où on cultive la paix. Personne ne viendra du ciel pour bâtir la Côte d'Ivoire à notre place. C'est nous-mêmes, ensemble, nous allons bâtir notre pays. Pour que dans le programme social du gouvernement qui est mis en œuvre, nous puissions faire cela. Pour que Ouagadougou aussi souffle un peu et ait un visage rayonnant. La commune de Ouagadougou a reçu la somme de 5 millions de francs CFA du Premier ministre. Après l'investiture, les autorités ont procédé à la pose de la première pierre d'un plateau combiné de sport qui certainement verra naître de grands athlètes. Dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI prononce une conférence de presse. Il vient de prononcer cette conférence au siège du parti à Cocody. Jean-Louis Billon a expliqué que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'exclura pas d'Ivoiriens et d'étrangers. Le PDCI est un parti de paix, a-t-il indiqué, avant d'appeler à la cohésion sociale. Kolo Coulibaly. Une conférence de presse pour expliquer aux journalistes les propos du président du PDCI qui évoquait des sites d'orpaillage clandestins tenus par des étrangers et une fraude sur l'identité. Le gouvernement avait alors produit une déclaration pour dénoncer ces propos. Jean-Louis Billon a indiqué que le PDCI reste favorable à l'intégration des peuples. La cohésion sociale, la paix, la réconciliation vraie sont la pierre angulaire du programme du PDCI-RD. Aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu du progrès social, du développement et des questions de la société ivoirienne. Aucun étranger vivant en Côte d'Ivoire ne doit se sentir exclu de la vie en commun en Côte d'Ivoire. À cette conférence, Jean-Louis Billon a indiqué que le PDCI ira à la conquête du pouvoir en 2020.
De la Côte d'Ivoire, le centre du Mali encore endeuillé après une attaque meurtrière. Des hommes armés ont tué au moins 95 personnes dans le village d'Ogon. 19 personnes sont portées disparues. Plusieurs animaux ont été abattus et des maisons incendiées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. L'attaque survient après le massacre d'Ogo-Sagou qui a fait plus de 150 morts le 23 mars dernier. Le gouvernement avait alors annoncé le démantèlement des milices d'autodéfense et le démarrage d'un vaste programme de désarmement. La ville d'Abenda, située dans le nord du Burkina Faso, a été aussi le théâtre ce dimanche d'une attaque armée. 19 personnes ont été tuées. Cette commune rurale est en proie à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées aux djihadistes. Une réunion des crises s'est tenue ce lundi pour faire le point exact de la situation. Fin de ce 20, mais ne décrochez surtout pas. Juste après ce journal, suivez votre magazine La Côte d'Ivoire en marche avec le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. L'émission abordera le commerce intérieur, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Quel état des lieux, qu'est-ce qui a été fait et quelles sont les perspectives? La Côte d'Ivoire en marche vous sera présentée par Delphine Blas à partir de 20h50. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Mais à 23h, retrouvez Marine Okonian qui signe son retour pour le dernier journal. Très belle soirée sur RTI1.